Rockstop, j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qu'Innocence en danger, quels intérêts défend-elle et comment a-t-elle vu le jour? Alors, Innocence en danger est un mouvement qui a été créé en 1999 à la suite du premier démantèlement d'un réseau cyber-pédophile, donc dans 60 pays, qui s'appelait le réseau Wonderland. À la suite de ce démantèlement, une réunion a eu lieu à l'UNESCO sur les problématiques de mise en danger des mineurs via le numérique. Et à l'issue de cette réunion a été créée Innocence en danger, dont Maïra Sellier, notre présidente, a donc été missionnée en tant que présidente et fondatrice de mener à bien la mission, donc depuis 15 ans maintenant. Quelle est votre propre place au sein d'Innocence en danger? Alors chez Innocence en danger, je m'occupe de la permanence téléphonique. Donc quand des personnes souhaitent me confier de leur dossier ou souhaitent obtenir quelques renseignements, informations, orientations, que ce soit sur les problèmes de violence faites à des mineurs ou violence sexuelle, ou toute forme de violence faite à des mineurs, je me charge de l'orientation juridique des dossiers. Et j'ai aussi un travail de relations extérieures et j'essaie de développer des projets à venir, comme pour la journée des droits de l'enfant prochaine. Qui sont les personnes qui vous alertent le plus fréquemment? Est-ce que c'est les enfants victimes de violences? Est-ce que c'est un parent lorsque c'est l'autre qui est l'auteur des violences? Est-ce que c'est un grand-parent, un voisin, un médecin de famille? Enfin, quel profil? Alors, la plus grande majorité des cas, c'est évidemment souvent des mamans qui nous contactent. On a plusieurs cas de figure fréquents. Il y a le problème des conflits de garde. Et alors, c'est vrai qu'au moment des conflits de garde éclatent parfois soit des vérités, soit pas, justement. Donc, on a souvent cette problématique qui revient aussi de la véracité des accusations. Les conflits de garde ont vraiment compliqué le travail à ce niveau-là pour la protection des mineurs qui sont vraiment en danger. Et on va dire qu'après, sinon, c'est malheureusement très varié. Très varié à tous les niveaux, autant de la société, c'est-à-dire que le mythe des gens du Nord et du quart-monde est complètement faux, tout comme le mythe des élites est complètement faux, parce que la seule vraie réalité qui est, c'est que ça se passe absolument partout. S'agit-il d'un travail en amont de prévention et de détection des agressions? Ou plus particulièrement, y a-t-il un accompagnement ensuite des victimes, que ce soit en justice ou peut-être un accompagnement psychologique de reconstruction? Nous, la particularité qu'on a, c'est l'accompagnement donc judiciaire, socio-médical et évidemment la reconstruction. Et ça passe par des séjours en Suisse, à Gstaad, et en Amérique du Sud, Colombie, pardon, où 1 à 2 fois par an, des mineurs victimes dont les dossiers nous ont été confiés sont envoyés aux frais pour ça on s'organise et ça constitue aussi d'énormes frais qui reposent sur des relais de notre présidente. Voilà, et qui permettent à ces enfants de partir en voyage de reconstruction. Il y a beaucoup d'ateliers artistiques, il y a beaucoup de gens très célèbres qui parfois ne veulent pas qu'on communique leur nom, qui viennent animer ces ateliers. Officiellement, il y a eu Wim Wenders qui est venu des années durant faire des ateliers cinéma, il y a des talents qui sont révélés, il y a des gens qui ont eu des carrières. En tout cas, beaucoup d'enfants qui ont pu être apaisés au moins le temps d'un séjour. Justement, en termes d'action en justice, il me semble que vous avez la possibilité de vous constituer partie civile. Tout à fait. Alors, pour les associations, c'est ce qu'on appelle le droit d'ester, donc c'est la possibilité d'agir en justice. Il faut pour cela, brièvement, juste que ce soit mentionné dans l'objet de l'association, dans les statuts. Et il faut également que l'Assemblée Générale vote ce pouvoir à l'association, avec une spécificité pour se constituer partie civile dans le cas, qui est aussi une reconnaissance d'intérêt général, ce qui peut être très utile dans les cas les plus tragiques, comme celui qui est placé en cassation ce matin, d'une petite fille qui est déjà morte, et qui, donc, sans les associations pour se constituer partie civile, lorsqu'elle est tuée par ses parents, n'a pas toujours d'opposants au procès. Bien sûr. Comment avez-vous réussi à obtenir ce droit? Alors, ce droit, donc, c'est des critères en termes de statut et de vote en Assemblée Générale, et donc à partir du moment où l'Assemblée Générale a voté ce pouvoir, ce droit d'ester, d'agir en justice, et que c'est mentionné depuis la création de l'association dans ses statuts originaux, à ce moment-là, on a le droit d'agir. Et voilà, comme je vous disais, en protection de l'enfance, il y a 5 associations aujourd'hui en France qui peuvent se constituer partie civile. On en fait partie. Et en ce qui concerne l'accès, par exemple, pour d'autres associations à ce statut-là, il faut qu'elles se créent avec cet objet-là, pour commencer. Donc ça restreint évidemment le champ des actions possibles. Et il faut ensuite que ce soit également voté par tous les membres de l'Assemblée Générale, ce qui dans l'associatif n'est pas toujours évident. L'association trouve-t-elle des appuis, que ce soit moraux ou financiers, en France, à l'étranger, et si c'est le cas, qui sont-ils? À l'étranger, la situation d'Innocence en danger est tout à fait différente de la nôtre en France. Il se trouve que l'association en Allemagne et en Suisse est très importante, bien plus qu'ici.
et donc également avec une grande force de frappe financière que la France ne connaît pas. En France, on a une indépendance totale d'action du fait qu'on ne soit pas subventionné, et donc n'ayant aucune subvention française, nous, notre façon de subvenir à nos besoins, ce sont les adhérents, les dons, et ensuite les événements qu'on organise de récolte de fonds. On paye surtout les avocats, quasiment la totalité de notre argent qui va à ça. Vous parliez d'autres institutions. Une autre institution s'intéresse-t-elle justement au même thème, et les considérez-vous comme un allié, comme des alliés ou comme un partenaire? Alors, dans un monde idéal, effectivement, ces partenariats seraient effectifs et concrets. En action aujourd'hui, il y a effectivement une institution qui s'appelle l'Office national de l'enfance en danger, qui avait remplacé une ancienne institution qui ne communique pas en tout cas avec toutes les associations. Le silence est généralement la règle d'or, et quand on nous reçoit, il s'agit plus de prise de température que de vraie volonté de collaboration avec nous. Rarement de suite. Est-ce que vous pourriez nous communiquer des chiffres dans l'atteinte aux droits et à l'intégrité des enfants? Alors les chiffres sont assez effrayants en France. On a un chiffre hospitalier qui est de 2 enfants morts par jour sous les coups d'un adulte. Donc ça représente 2 fois 365 enfants qui meurent de violences pures de la part d'adultes. Malheureusement, en ce qui concerne les vrais chiffres et les vraies statistiques des violences sexuelles sur mineurs, les institutions, les instances, les autorités de police ne fournissent pas le détail des chiffres, des problèmes de harcèlement et d'atteinte, de corruption de mineurs, voilà, parfois carrément d'agression via des rencontres internet, par des moyens de rencontre qui sont soit ceux du smartphone, du chat, soit, peu importe, en tout cas des moyens de technologie moderne qui échappent à la vigie des parents. Voilà. Et quel département en France est le plus criminel? Il y a le chiffre noir, qui par exemple avait été fourni au cours d'un séminaire au colloque par Anne Turs sur le sujet des maltraitances sur enfants. C'est une spécialiste de l'INSERM, une chercheuse, qui évalue par exemple le chiffre noir des morts de nourrissons par an à 150 en France, ce qui dans un pays comme le nôtre est absolument aberrant. Après, quand on parle même des violences sexuelles ou des violences tout court sur mineurs, le chiffre noir c'est toutes celles qui ne sont pas déclarées. Le nombre d'enfants suivis par les services sociaux, c'est autour de 270 000 par an. Alors, dans les chiffres qui avaient été publiés récemment, en Hérault, on a un chiffre effrayant d'un viol tous les 3 jours sur mineur, par exemple, sur l'année 2013. Ces dernières années, y a-t-il eu une recrudescence des viols et des violences sur mineurs? Alors, indéniablement, il y a une recrudescence de ces phénomènes-là pour plein de raisons. Il y a une première raison qui est d'une hypocrisie incroyable dans notre société, c'est que l'hypersexualisation du monde, des espaces publics et de la vie des jeunes enfants fait qu'effectivement, on a beaucoup de situations avec des enfants, des adolescents, dans des situations de consentement cru, et ce consentement imaginé par un enfant de cet âge-là n'est bien évidemment pas celui de l'adolescent, donc il serait quelques années plus tard avec le recul. Donc on a des prédateurs qui savent très bien maintenant sur quel terrain ils peuvent faire glisser les jeunes, les victimes, et sur quel terrain ils peuvent jouer également légalement. C'est-à-dire que si par exemple un enfant est abordé par quelqu'un qui veut l'aimer toute sa vie et vient à la sortie de l'école, en lui disant qu'il veut retirer à ses parents, qu'il veut la retirer à ses parents et que cette fille a 14 ans, par exemple, s'il n'y a pas de propos explicitement sexuels, la plainte ne peut pas être caractérisée. Cette personne, après tout, ne veut qu'aimer une fille de 14 ans toute sa vie, on la chercher à l'école, donc elle en est plus de 30. Alors, il est vrai que du coup, avec ces nouvelles technologies, on a un nombre de mineurs qui connaissent des expériences d'abus, d'attouchements, de rencontres malheureuses, sinon carrément de viols. On a dans toutes les régions de France, dans toutes les couches de la société, en France comme dans d'autres pays, mais nous sommes chez nous, un problème qui risque de devenir intrinsèque à une société dont les mœurs, de toute façon, sont en ajustement. Et ça devient dangereux, ça l'était déjà dans les années 70, ces choses-là sont révolues, on n'a plus essayé d'abaisser la majorité sexuelle depuis. Malheureusement, maintenant, on arrive quand même à des situations où, quel que soit le cadre légal, les prédateurs ont le champ là-dessus. Donc vous parlez d'un phénomène sociétal, mais il y a sans doute aussi un climat, peut-être la frustration économique et identitaire qui règne actuellement, et peut-être aussi, bien sûr, l'émergence et le développement des réseaux sociaux qui facilitent
l'accès des personnes mal intentionnées aux jeunes. Tout à fait. Alors en ce qui concerne les réseaux sociaux, là, le gros problème qu'on rencontre aussi, c'est par exemple un signalement qu'on a fait à 2 réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, pour un compte sur Twitter qui s'appelle El Pédophilo, avec des prises de contact et des échanges avec une mère, une nourrisson de 1 an qui propose à ce monsieur, mais pour Twitter, pas encore de quoi supprimer le compte. Avec sur Facebook des groupes de partage d'histoires d'inceste, d'apologie de l'inceste, d'apologie du viol. Et sur ces 7 signalements, seul un a été pris en compte, donc 6 pages sont encore actives, et le compte Twitter aussi. Alors, au-delà même de la prise de contact des prédateurs avec leurs victimes, la contamination de la pensée se fait par la banalisation de l'apologie. Et pensez-vous que la France est active en la matière, qu'elle protège correctement ses jeunes habitants ou non? Alors on a une loi qui, attention, à ne pas être ni mauvaise foi ni alarmiste, on a une loi qui, appliquée, protégerait parfaitement nos enfants, les enfants. Le souci, ça reste bien évidemment l'application de la loi. Les tribunaux sont surchargés, étant donné la surcharge des tribunaux, on a beaucoup d'affaires qui relèvent du pénal, des assises, qui se voient correctionnalisées. Il y a un sentiment de toute façon qui est absolument commun à toutes les victimes en France, c'est un sentiment de déni de justice. Alors, il ne s'agit pas ni de remettre en cause la chose jugée, qui est une chose suprême qu'on respecte absolument, il ne s'agit pas de vouloir tout renverser, il s'agit simplement de vouloir avec intelligence agir sur un terrain sur lequel on peut le faire, celui de la loi, qui est légiféré, c'est possible. Pouvez-vous citer quelques personnalités publiques ou même politiques qui se joignent à votre cause, qui vous apportent du soutien? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, par le passé, Nicolas Sarkozy a été invité d'honneur dans un événement qu'on avait organisé à Paris avec Gabriel pour la collecte des fonds. Après, sinon, dans notre comité de soutien officiel absolu, on a des personnalités comme Isabelle Adjani, Daniel Jocante, on a beaucoup d'actrices françaises, étrangères. Il y a Gad Elmaleh aussi qui fait partie du comité de soutien. La liste est en réalité plutôt assez impressionnante et ces gens-là répondent toujours présents. Là-dessus, on doit avec nous sommes gâtés. Quel État est exemplaire en matière de protection de l'enfant selon vous? Alors on parle beaucoup de la Suède, comme pour beaucoup de mesures éducatives et sociales en général. Après, si vous voulez, le souci souvent, quand on considère la protection de l'enfance dans un pays, c'est l'aspect purement légal du cadre de la loi, et puis l'aspect pratique de son application. Voilà, malheureusement, il y a toujours parfois, pas toujours, souvent, un fossé. Quelles sont vos méthodes pour alarmer l'opinion publique? S'agit-il de fourniture de rapports ou de méthodes plus offensives? Alors en ce qui concerne les rapports, dès que nous sommes invités, bien évidemment avec plaisir, nous participons à tous les travaux officiels. Ensuite, en ce qui concerne la partie plus active du travail, car malheureusement les travaux officiels ne produisent rarement d'actions de terrain, ou que rarement, trop rarement d'actions concrètes de terrain. On fait appel à des campagnes, notamment parce que ça reste quand même le moyen de prévention le plus direct, des campagnes télé. On avait eu Sachi et Sachi qui nous avait réalisé un spot qui avait été primé, très intelligent, dans lequel un enfant se faisait découvrir par le humain de curseur internet les draps de son lit. Et on a par exemple récemment cette dernière campagne qui nous a été offerte par Rosa Parks, une agence de pub relativement connue sur la place de Paris, qui nous a mis ses créatifs au travail pour réaliser cette campagne qui a été très bien reprise. Sur le thème des émoticônes, on veut là, cette fois-ci, envoyer le message de la prévention sur smartphone. Voilà, les parents ne réalisent pas que leurs enfants ont Internet dans leur téléphone et que malheureusement le contrôle parental ou privé un enfant d'ordinateur, ce qui est très bien, peut s'avérer complètement malheureusement inefficace quand un enfant a un téléphone entre les mains. Et il n'y a pas que les 2 marques les plus connues qui soient des marques de smartphone, parce que certains parents parfois peuvent oublier. Voilà. Et vous m'avez offert ce petit bracelet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il symbolise? Alors, ce bracelet a été remis, il me semble, à nos invités au cours d'un événement avant que je n'intègre Innocence Manger en 2007. Alors, pour notre logo, je sais qu'il représente le Petit Prince, et donc une main, pas le Petit Prince à proprement parler, mais en tout cas un rappel au Petit Prince avec cette main pour le protéger comme un par danger. Pensez-vous que l'Union européenne a un rôle à jouer en la matière? Alors oui, tout à fait. Surtout que l'Union européenne a un droit européen et que nous avons tous ratifié une déclaration européenne des droits de l'homme et plein d'autres textes qui nous lient à ce droit supranational.
nous avons, chez Innocence en danger, essayé d'entrer en contact avec cette instance américano-européenne qui travaille sur ces projets au sein de l'Union européenne, à Bruxelles, qui travaille sur ces problèmes de juridiction en termes de pédocriminalité sur Internet. Et pour l'instant, nous attendons un retour de leur part. En termes d'instance européenne, voilà où nous en sommes, puisqu'effectivement c'est récent, ça date de juin 2013. Qu'attendez-vous des prochaines élections, qu'elles soient municipales, européennes, sénatoriales ou un peu plus tard présidentielles? Quelles seraient précisément vos doléances? Alors, doléances, la liste sera longue, observations, suggestions, peut-être effectivement finir par faire tomber cette carotte qui nous agite depuis un certain temps dans le milieu de la protection de l'enfance, avec donc la protection de l'enfance et la lutte contre l'enfance maltraitée, grande cause nationale 2014. Nous sommes maintenant en février, attendons toujours de savoir si ce serait le cas, avec évidemment non pas simplement l'envie que notre cause soit décrétée comme celle qui importe, mais le triste regret de devoir établir qu'il y a besoin que ce soit reconnu comme une grande cause, en 2014. Selon vous, quel parti politique défend le mieux les intérêts de la jeunesse volée finalement? Alors, malheureusement, et Dieu merci, il y a du bruit du mauvais de tous bords. Alors, effectivement, nous avons eu des soutiens autant à droite qu'à gauche. Cela dit, ces soutiens ont toujours été rares. Ils se comptent sur le doigt d'une main, je pense, pour la décennie du début du XXIe siècle. Alors, effectivement, les soutiens politiques manquent énormément, et quand des soutiens politiques arrivent, c'est malheureusement toujours par calendrier, plus qu'autre chose. Ensuite, si ces élections ou ces calendriers politiques peuvent servir à la cause, ce sera avec plaisir qu'on essaierait à ce moment-là d'entrer en action avec les politiques. Maintenant, il n'y a jamais eu aucune action suivie. Quel message souhaiteriez-vous faire passer là, ce soir, aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'aimerais leur dire que c'est souvent, à force de ne rien prendre au sérieux, que tout le devient. Que ces histoires-là ne sont pas l'histoire des autres. Que pour notre part, et pour la part de beaucoup de gens et de tout adulte, il n'y a pas si longtemps que nous étions encore des enfants, qu'a priori nous avons eu la chance de la sérénité, du bonheur, de l'éducation, de la paix. Il semble quand même relativement aisé à comprendre que les enfants méritent d'être protégés. Ils peuvent déjà nous aider et nous faire porter notre travail de meilleure façon. Une dernière question importante à laquelle je pense, comment vous contacter, comment vous apporter du soutien? Y a-t-il une adresse mail, oui. Un contact? Alors nous avons un site, innocencesendanger.org, sur lequel on peut entrer en contact avec nous, sur lequel il y a le numéro et la ligne de permanence à laquelle je réponds. Et donc ensuite, voilà, le contact avec nous est très très simple. Pour adhérer, ça se fait en ligne, pour simplement nous écrire aussi. Et bien évidemment, Facebook, notre page, Innocence en danger. Voilà, facebook.ied.fr. Super, merci beaucoup Rostom en tout cas, et bon courage et bonne continuation. Merci. Merci à vous.